Donc, chers amis, chers auditeurs, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter ce premier webinaire dans le cadre de la formation continue en cardiologie. Ce jour, nous recevons une experte en hypertension pulmonaire, le professeur Métia, qui va donc nous parler de l'hypertension artérielle pulmonaire. Et à la fin, bien sûr, nous attendons vos questions qui, j'espère, seront nombreuses et variées. Par l'hypertension pulmonaire, et donc l'élément essentiel dans cette présentation, c'est qu'on va définir d'abord l'hypertension pulmonaire et on va parler essentiellement de l'HTAP, de l'hypertension artérielle pulmonaire. On verra la différence et les implications thérapeutiques. Alors, donc, pour ce faire, nous allons d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'une hypertension pulmonaire, l'HTP, puis qu'est-ce que c'est qu'une HTAP, hypertension artérielle pulmonaire. On parlera de la classification des hypertensions pulmonaires qui est une étape très importante, car au final, quand on est devant une hypertension pulmonaire, il faut être capable de classer cette hypertension pulmonaire dans un des 5 groupes qu'on verra en détail tout à l'heure. La stratégie diagnostique va nous aider à rechercher l'étiologie de cette hypertension pulmonaire et d'adapter la thérapeutique. Donc, quelle est la définition d'une hypertension pulmonaire? Une hypertension pulmonaire, il faut savoir que c'est un état hémodynamique et physiopathologique caractérisé par une élévation persistante des pressions pulmonaires dans le lit vasculaire pulmonaire qui est la conséquence de plusieurs états pathologiques. Il faut savoir qu'une hypertension pulmonaire est d'abord une définition hémodynamique et que sur le plan échographique, on parlera de probabilité échographique d'hypertension pulmonaire. Par contre, l'HTAP, il faut savoir que c'est une maladie vasculaire pulmonaire due à une atteinte de la microcirculation pulmonaire. Toutes ces définitions ont été réactualisées lors des recommandations de l'ESC 2015 et ce qu'on verra, on va voir tout ça dans les détails. Alors, une hypertension pulmonaire est définie par une pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure ou égale à 25 mm de mercure au cathétérisme cardiaque droit au repos. Il faut savoir qu'une pression pulmonaire normale, c'est environ 14, plus ou moins 3 mm de mercure. On peut aller jusqu'à une limite supérieure de 20 mm de mercure. Et ce seuil de 25 mm de mercure pourrait être revu à la baisse. Ceci a été proposé lors du dernier symposium mondial sur l'hypertension pulmonaire en 2018 et ils ont défini une hypertension pulmonaire par une pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure à 25 mm de mercure. Quant à l'HTAP, elle a été définie par une pression pulmonaire moyenne supérieure à 20 mm de mercure avec bien sûr une pression capillaire inférieure à 15 mm de mercure et des résistances. Il faut avoir des résistances vasculaires pulmonaires élevées. Nous avons 2 types d'hypertension pulmonaire. L'hypertension pulmonaire précapillaire définie par une pression capillaire inférieure ou égale à 15 mm de mercure et l'hypertension pulmonaire postcapillaire définie par une pression capillaire pulmonaire qui est supérieure à 15 mm de mercure. Et dans ce groupe, c'est essentiellement les pathologies du cœur gauche. Et cette hypertension pulmonaire postcapillaire peut être isolée ou bien combinée, c'est-à-dire associée à un degré de remodelage vasculaire pulmonaire qui entraînerait une élévation des résistances vasculaires pulmonaires. Pour parler de la classification d'hypertension pulmonaire, il faut savoir que la première classification date de 1973. À l'époque, on parlait d'HTAP primitive quand aucune cause n'est retrouvée et d'HTAP secondaire quand une cause identifiable a été retrouvée. Cette classification a été revisée à plusieurs reprises lors des différents symposiums et la dernière en date, c'est la classification de Nice de 2013 qui a classé l'hypertension pulmonaire en 5 groupes. Alors, le premier groupe, c'est l'HTAP. Quand on parle d'hypertension pulmonaire du groupe 1, ça sous-entend l'HTAP, c'est maladie vasculaire pulmonaire. Et dans ce groupe, on peut trouver l'HTAP idiopathique et l'HTAP associé à d'autres conditions. Le groupe 2, c'est l'hypertension pulmonaire
en rapport avec les pathologies du cœur gauche, telles que les valvulopathies sévères, l'insuffisance cardiaque. Le groupe 3, c'est l'hypertension pulmonaire en rapport avec les pathologies respiratoires, atteinte du parenchyme pulmonaire. Le groupe 4, c'est l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. C'est une complication qui survient chez des sujets qui ont fait une ou plusieurs embolies pulmonaires qui pouvaient passer inaperçues. Et enfin, le groupe 5, c'est un groupe un petit peu hétérogène, dont le mécanisme est incertain, multifactoriel. On retrouve plusieurs pathologies, telles que les maladies hématologiques, la sarcoïdose et autres. Donc, on va commencer d'abord par le groupe 1, c'est-à-dire l'HTAP. Elle est définie par une hypertension pulmonaire précapillaire avec des résistances vasculaires pulmonaires élevées, donc lorsque les résistances vasculaires dépassent les 3 unités Wood. Et dans ce groupe-là, on va remarquer qu'il y a plusieurs étiologies. Il peut s'agir d'une HTAP idiopathique, héritable ou associée à certaines conditions qu'on va détailler. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le plan physiopathologique et anatomopathologique? Il existe un intense remodelage microvasculaire pulmonaire qui associe 3 mécanismes qui sont d'abord une vasoconstriction, une prolifération musculaire lisse et endothéliale et une thrombose in situ. Ces 3 mécanismes sont à l'origine de cette élévation des résistances vasculaires pulmonaires et d'hypertension pulmonaire. Alors, quelle est la prévalence de l'HTAP? Selon le registre national français, la prévalence de l'HTAP est d'environ 15 cas par million d'habitants. Et il faut savoir qu'il y a la forme héritable qui est due à des mutations génétiques et plusieurs gènes ont été identifiés. Cette forme héritable est caractérisée bien sûr par un âge plus jeune au diagnostic et une grande sévérité hémodynamique au diagnostic. Il existe également l'HTAP associé aux anorexigènes. Il y avait une épidémie dans les années 60-70 avec une HTAP associée à l'aminorex. Et actuellement, on a pu identifier plusieurs substances qui sont hautement suspectes d'HTAP, telles que l'aminorex et le benfluorex. Parmi les autres conditions associées, nous avons les connectivites. Et selon le registre français, 15% des HTAP sont dus à des connectivites. Il faut savoir que la sclérodermie, c'est la première connectivite qui se complique et que le pronostic de l'HTAP dans la sclérodermie est plus mauvais que celui de l'HTAP idiopathique et seul un dépistage précoce permet d'améliorer le pronostic des patients. Une autre forme d'HTAP, c'est l'HTAP associée à une hypertension pulmonaire, à une hypertension portale. On peut aussi avoir une HTAP associée à l'infection telle que l'HIV. Et dans cette pathologie, on a retrouvé des lésions microvasculaires pulmonaires qui sont similaires à celles retrouvées en cas d'HTAP idiopathique. Nous avons également l'HTAP associé aux cardiopathies congénitales et surtout, il s'agit du syndrome Eisenmenger. Alors, c'est tous les shunts gauche-droit non corrigés qui vont évoluer et à la fin, on aura une inversion du shunt avec des résistances vasculaires pulmonaires élevées et c'est le syndrome d'Eisenmenger. Nous avons une entité un petit peu particulière, c'est ce qu'on appelle le groupe 1', c'est la MVO, maladie véno-occlusive, et qui constitue une forme d'hypertension pulmonaire très sévère. Donc là, la présentation clinique et hémodynamique, elle est similaire à l'HTAP idiopathique, mais sur le plan pronostic, elle est plus sévère et l'approche diagnostique est surtout non invasive. Elle est basée sur l'imagerie avec des lésions spécifiques en cas d'MVO. Donc ça, c'est en ce qui concerne le groupe 1. Maintenant, le groupe 2 de la classification des hypertensions pulmonaires, c'est les hypertensions pulmonaires associées aux cardiopathies gauche. Et là, on voit bien, c'est tout ce qui concerne les valvulopathies sévères, l'insuffisance cardiaque à AFE altérée, l'insuffisance cardiaque à AFE préservée. Au départ, c'est une transmission passive de l'élévation des pressions dans les cavités gauches. Et là, on a une hypertension pulmonaire postcapillaire. Mais à la longue, on peut avoir un certain degré de remodelage vasculaire pulmonaire qui peut entraîner une élévation des résistances vasculaires pulmonaires. Et là, le traitement est bien évidemment le traitement de la cardiopathie sous-jacente. Le groupe 3, c'est l'hypertension pulmonaire des pathologies respiratoires.
Et dans ce groupe-là, on retrouve tous les syndromes restrictifs et obstructifs sévères, tels que les fibroses pulmonaires, les BPCO, l'apnée de sommeil. Et là, bien évidemment, le traitement est basé sur le traitement de la pathologie respiratoire et l'oxygénothérapie. Le groupe 4 est un groupe quand même assez intéressant, c'est l'hypertension pulmonaire post-embolique chronique. Il faut savoir que la survenue d'hypertension pulmonaire sévère après une embolie pulmonaire est d'environ, avec une prévalence d'environ 2%, mais il faut savoir qu'elle est sous-estimée. Le dépistage systématique après une embolie pulmonaire n'est pas recommandé, mais ce qui est intéressant dans ce groupe, c'est qu'il s'agit de la seule forme d'hypertension pulmonaire précapillaire qui est curable par la réalisation d'artériectomie pulmonaire. Et dans ce groupe-là, on a deux mécanismes qui interviennent. D'une part, on a l'obstruction artérielle et d'autre part, un remodelage vasculaire intense. Le groupe 5, c'est l'hypertension pulmonaire associée à des mécanismes multifactoriels. Et dans ce groupe-là, on retrouve les maladies hématologiques telles que les syndromes myéloprolifératifs, les maladies systémiques telles que la sarcoïdose et les maladies métaboliques. Donc, le processus d'évaluation d'un patient qui présente une hypertension pulmonaire nécessite une batterie d'examens. D'une part, d'abord pour confirmer cette hypertension pulmonaire et deuxièmement pour pouvoir classer ce patient dans l'un des 5 groupes, c'est-à-dire trouver l'étiologie. Alors sur le plan fonctionnel, quelle est la présentation clinique? Il faut savoir que les signes cliniques ne sont pas spécifiques à l'hypertension pulmonaire et le signe le plus important c'est la dyspnée. La majorité des patients consultent pour dyspnée d'aggravation progressive. On peut retrouver d'autres symptômes tels que les douleurs thoraciques, la syncope qui constitue un facteur de mauvais pronostic, des palpitations, une hémoptysie et une dysphonie. Alors maintenant sur le plan échographique, il faut savoir qu'actuellement on parle de probabilité échographique d'hypertension pulmonaire et on se base essentiellement sur la vélocité max de la fuite tricuspide. Alors pour faire simple, on va prendre deux seuils. Alors, lorsque vous avez une Vmax de l'IT inférieure à 2,8, là, on est devant une faible probabilité échographique d'hypertension pulmonaire. Et lorsque cette vélocité dépasse 3,4 mètres secondes, on est devant une forte probabilité échographique d'hypertension pulmonaire. Et entre les deux, c'est la probabilité intermédiaire. Mais il faut savoir qu'il existe d'autres signes échographiques qui vont nous permettre d'augmenter cette probabilité échographique d'hypertension pulmonaire. Ces signes sont d'abord des signes en rapport avec le ventricule droit. On a deux signes. Vous avez lorsque le rapport VD sur VG est supérieur à 1 ou bien l'index d'excentricité, ce paramètre très intéressant, donc cet index d'excentricité avec cet aspect aplati du septum interventriculaire qui signe une élévation des pressions pulmonaires au niveau du ventricule droit. L'autre élément, c'est l'artère pulmonaire. Vous avez soit un temps d'accélération pulmonaire qui est court, soit on recueille, quand on peut, la Vmax de protodiastolique de l'insuffisance pulmonaire lorsque cette vélocité dépasse 2,2 mètres secondes ou bien quand on a un tronc de l'artère pulmonaire qui dépasse les 27 mm. Troisième élément, c'est la veine cave inférieure lorsqu'elle est dilatée, avec un mauvais collapsus. Et enfin, lorsqu'on est devant une oreillette droite dilatée. Il faut au moins 2 paramètres de chacun des groupes, VD, AP, veine cave inférieure et OD, pour augmenter cette probabilité échographique d'hypertension pulmonaire. Maintenant, une fois qu'on est devant une probabilité échographique, surtout lorsqu'elle est forte, là, il faut se poser la question, quand est-ce qu'on fait le cathétérisme cardiaque droit pour confirmer cette hypertension pulmonaire? Il faut savoir qu'on ne fait pas de cathé pour toute hypertension pulmonaire. Le cathé est réservé essentiellement en cas d'HTAP, le groupe 1, et en cas d'hypertension pulmonaire post-embolique chronique, c'est-à-dire le groupe 4, lorsqu'on est devant une forte probabilité échographique d'hypertension pulmonaire ou bien parfois même devant une probabilité intermédiaire.
Le cathétérisme cardiaque droit doit être fait avec une sonde de Swan-Ganz et qui va nous permettre d'enregistrer tous les paramètres, les pressions systoliques, diastoliques, la PAP moyenne, les pressions capillaires, le débit cardiaque, les résistances vasculaires pulmonaires et la réalisation du test OSD. Pourquoi nous devons confirmer l'hypertension pulmonaire par le cathétérisme cardiaque droit? Justement, il y a des études de dépistage, en particulier dans la sclérodermie, qui ont montré que l'écho Doppler cardiaque surestime la fréquence de l'HTAP. Alors, quand on est devant une hypertension pulmonaire, il y a une démarche diagnostique à suivre. Et quand on voit cet algorithme devant une probabilité échographique d'hypertension pulmonaire, il faut savoir que lorsque vous êtes devant une faible probabilité, là, il faut évoquer une autre étiologie à cette dyspnée. Mais lorsqu'on est devant une probabilité forte ou intermédiaire, il faut savoir que le premier groupe à éliminer, c'est le groupe 2, tout simplement parce que l'hypertension pulmonaire du groupe 2, c'est la cause la plus fréquente des hypertensions pulmonaires. Le deuxième groupe à évoquer, c'est le groupe 3, les hypertensions pulmonaires en rapport à les pathologies respiratoires. Et une fois qu'on a éliminé, c'est-à-dire cette hypertension pulmonaire n'est pas due à une pathologie du cœur gauche, n'est pas due à une BPCO, à une fibrose pulmonaire, à ce moment-là, évoquer le groupe 4, c'est-à-dire l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Et le premier examen à demander, c'est la scintigraphie ventilation-perfusion. Lorsque cette scintigraphie pulmonaire est positive, c'est-à-dire va retrouver des défects perfusionnels segmentaires, là on est devant une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique très probable. À ce moment-là, il faut confirmer d'une part cette hypertension pulmonaire et de deux faire un bilan lésionnel par un angioscan qui va nous permettre de localiser ces obstructions au niveau du lit vasculaire pulmonaire et même parfois, on doit réaliser une angiographie pulmonaire lorsqu'une indication opératoire est posée. Maintenant, lorsque votre scintigraphie ventilation-perfusion est normale, donc à ce moment-là, il faut évoquer les deux groupes qui restent. Le groupe 5 qu'il faut éliminer par un interrogatoire et certains examens avant de retenir le diagnostic d'HTAP, c'est-à-dire le groupe 1. Et une fois qu'on est dans le groupe 1, HTAP, là, à ce moment-là, il faut faire toute une batterie d'examens, un bilan d'auto-immunité pour rechercher une connectivité, les sérologies, en particulier l'HIV, une échographie hépatique et surtout un Doppler hépatique pour rechercher l'hypertension porto-pulmonaire, un interrogatoire à la recherche des médicaments qui pourraient être à l'origine de cette HTAP et bien évidemment l'écho-Doppler cardiaque permet d'éliminer tout ce qui est shunt, tout ce qui est syndrome d'Eisenmenger. Alors, il faut savoir qu'une bonne démarche diagnostique permet une thérapeutique adaptée. Là, c'est juste pour résumer que l'hypertension pulmonaire du groupe 2, donc son traitement repose sur le traitement de la cardiopathie gauche. Le groupe 3, c'est le traitement de la pathologie respiratoire, l'oxygénothérapie. Le groupe 4, c'est l'endartériectomie chirurgicale lorsqu'elle est indiquée. Et enfin, le traitement du groupe 1, c'est le traitement de l'HTAP. Il faut savoir que cette prise en charge a connu des progrès considérables. Alors, l'objectif de ce traitement, c'est d'améliorer les symptômes et les performances à l'effort, améliorer l'hémodynamique, allonger le délai d'aggravation clinique et améliorer la... Donc, le traitement de l'HTAP vise à corriger cette dysfonction endothéliale en agissant sur la vasoconstriction et le remodelage vasculaire pulmonaire. Alors, d'abord, quand on prend en charge un patient qui présente une HTAP, d'abord, il y a une hygiène de vie. Une hygiène de vie, il y a certaines, par exemple, l'activité physique excessive est contre-indiquée, l'anesthésie générale et la grossesse sont formellement contre-indiquées. Ensuite, il y a certains médicaments tels que les diurétiques en cas d'hésiose cardiaque, les anticoagulants qui sont indiqués essentiellement en cas d'HTAP idiopathique et irritable ou bien associés aux anorexigènes.
Une fois qu'on fait le KT, normalement, on doit réaliser un test de vasoréactivité justement pour identifier les patients qui sont vasoréactifs. C'est-à-dire, ces patients, lorsque ce test est positif, ces patients vont bénéficier d'un traitement à base d'inhibiteurs calciques à forte dose en continu. Mais il faut savoir que une minorité de patients seulement répondent aux inhibiteurs calciques, moins de 10%. Et ces inhibiteurs calciques ne sont indiqués qu'en cas d'HTAP idiopathique ou associés aux Alors, donc le traitement spécifique vise à corriger la dysfonction endothéliale en agissant sur les 3 axes. Le premier axe, c'est la voie de l'endothéline qui est un puissant vasoconstricteur en donnant des antagonistes des récepteurs de l'endothéline. La deuxième voie, c'est la voie du monoxyde d'azote en donnant des stimulateurs de la guanylate-cyclase ou bien les inhibiteurs de la phosphodiesterase tels que le sildenafil et le tadalafil. Et la troisième voie, c'est la voie des prostacyclines, et en donnant des prostacyclines, soit en IV, en subcutané ou par voie inhalée. En classe 2 de la NYHA, donc on commence par une monothérapie, soit donc une monothérapie orale. Alors, soit vous avez soit les antagonistes des récepteurs de l'endothéline tels que le bosentan, le macitentan, ou bien les stimulateurs de la guanylate-cyclase comme les riociguat, ou bien les inhibiteurs de la phosphodiesterase comme le sildenafil et tadalafil. Et plus le patient est grave, c'est-à-dire avec une classe fonctionnelle sévère, donc on va vers l'association, le traitement combiné. Il faut savoir qu'en classe 4, le traitement indiqué, c'est les prostacyclines en IV. Donc là, c'est les différentes études qui ont montré l'efficacité de toutes ces thérapeutiques en monothérapie. Et là, c'est le traitement IV par les prostacyclines et c'est la seule molécule qui a montré une amélioration de la survie. Donc à chaque fois qu'on instaure un traitement, il faut faire une évaluation clinique et dynamique. Et à chaque fois que le patient s'aggrave, on doit passer à l'escalade thérapeutique au traitement combiné. Et là, on a le choix. On associe des médicaments de chaque axe, soit des médicaments qui agissent sur la voie de l'endothéline, du monoxyde d'azote ou des prostacyclines. Et l'évaluation se fait essentiellement sur des paramètres cliniques, échographiques et hémodynamiques. Et là, on distingue 3 niveaux. Vous avez les patients avec un meilleur pronostic et les patients avec un mauvais pronostic. Eh bien, il y a toujours la zone grise. Alors, donc, à chaque fois, donc, quand on n'a pas de signe de décompensation droite, quand il n'y a pas de syncope, quand le patient a un test, il parcourt plus de 500 mètres au test de marche de 6 minutes, lorsque il n'y a pas d'épanchement péricardique à l'échographie, lorsque la fonction VD est conservée, l'oreillette droite n'est pas très dilatée, le débit cardiaque est conservé, là on est dans, le patient on peut le classer dans le bon pronostic. Mais plus on a ces symptômes qui s'installent ou qui a une aggravation hémodynamique, là on est obligé d'améliorer, d'optimiser le traitement pour ramener justement le patient dans cette case où le pronostic est meilleur. Cardio-pulmonaire, mais souvent c'est une transplantation pulmonaire. Alors ce qu'il faut retenir, que l'hypertension pulmonaire est une condition et non une maladie et qu'elle peut compliquer l'évolution de plusieurs pathologies. Le dépistage se fait essentiellement à l'échodoppler cardiaque et la confirmation est apportée par le cathétérisme cardiaque droit et encore une fois qui est indiqué en cas d'HTAP, le groupe 1, et en cas d'hypertension pulmonaire post-embolique chronique, c'est-à-dire le groupe 4. Un bilan étiologique rigoureux est important afin d'identifier d'abord le mécanisme de cette hypertension pulmonaire et le groupe, afin d'adapter la thérapeutique adaptée, afin d'adapter une thérapeutique adéquate. Il faut savoir que la prise en charge de l'HTAP est plutôt une prise en charge multidisciplinaire. L'hypertension pulmonaire thromboembolique a connu une évolution avec l'onde artériectomique lorsqu'elle est indiquée et qui va offrir la guérison. L'HTAP reste une maladie grave malgré des progrès thérapeutiques considérables. De nouvelles voies thérapeutiques pourraient améliorer davantage le pronostic des patients.
Merci pour votre attention. Et là, on va passer aux questions qui vont sûrement enrichir cette présentation. Allez, on passe aux questions.